Moi, je suis très heureux d'être avec vous. Je ne sais pas si je pourrais rester tout au long. Donc, je m'appelle Philippe Proclor, tout au long de la réunion. Je m'appelle Philippe Proclor. Je suis certains d'entre vous me connaissent autour de la table, hein, mais je suis président de la commission emploi et compétences de l'IDE-MEDEF. Et donc, dans ce cadre, on m'a demandé de pouvoir introduire cette réunion de manière à ce qu'on cadre bien le sujet et que ça nous permette à tous de démarrer. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que en 2020, dès le début de la crise sanitaire, vous vous rappelez tous que le FNE Formation a été mobilisé pour accompagner les entreprises et renforcer la qualité des formations qui sont proposées aux salariés qui étaient alors placés en activité partielle. Bonjour Madame Seguin. Euh, Bonjour. et bonjour à l'équipe d'Acto, que je salue au passage. Donc les OPCO avaient cette responsabilité d'accompagner, et ils ont su le faire, d'accompagner les entreprises tout au long de cette crise. Et nous sommes certains, et d'ailleurs Madame Seguin et Madame La Rochelle en parleront, mais que les OPCO et en particulier Acto va poursuivre ses efforts grâce à l'assouplissement du FNE Formation. Donc c'est dans le cadre de cet assouplissement annoncé par le ministère du Travail que notre partenaire, Acto ici présent, a souhaité vous présenter le dispositif qui est adapté sur plusieurs points pour le rendre plus facile d'accès pour les entreprises de Guadeloupe, et ceci depuis le 1er septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pour cela, pour vous expliquer les tenants et aboutissants, comme le veut la formule consacrée, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir donc Madame Seguin, qui est la directrice régionale d'Acto, ainsi que André Larochelle, qui est conseillère formation à Acto, et qui vont donc animer cette réunion. Mesdames, vous avez la parole. Merci Philippe. Bonjour à tous. Merci à l'IDE-MEDEF d'avoir accepté l'organisation de ce type de réunion qui effectivement est extrêmement important compte tenu de l'enveloppe qui nous a été octroyée à Acto pour pouvoir financer la formation des salariés compte tenu du contexte de crise que nous vivons depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez connu donc la première mouture, j'ai envie de dire, du FNE dans le cadre du chômage partiel. Et effectivement, l'État a prolongé la possibilité d'utiliser donc cette enveloppe FNE formation. Elle a allégé, enfin, l'État a allégé effectivement également un certain nombre de points qui vous seront présentés tout à l'heure par André Larochelle, puisque c'est la référente sur le FNE, de façon à ce que vous puissiez lancer des actions de formation auprès de vos salariés en entreprise. Alors, quelques éléments importants. Alors, c'est pas septembre, Philippe, mais c'est le 1er juillet, en fait, c'est depuis le 1er juillet. Donc, toutes les actions à compter du 1er juillet de cette année, en fonction des prérequis et de la typologie d'actions de formation, sont dans l'absolu éligibles au FNE. André va vous expliquer ça tout à l'heure. L'engagement doit se faire avant le 31 décembre, hein, c'est la contrainte que nous avons, hein, on est le 21 octobre, donc c'est vrai qu'on a des délais qui sont extrêmement courts. Et au-delà du 31 décembre, pour pouvoir traiter l'ensemble des dossiers qui nous seront déposés, il faut nous impérativement qu'on les ait sur notre système d'information. Pour ceux qui connaissent, c'est Monopcabox, au 10 décembre, dernier délai. Donc, il est important d'informer, de sensibiliser l'ensemble des salariés qui sont concernés par ce dispositif, de façon à ce que les actions de formation soient déposées dans notre système d'information avant, enfin, dernier délai le 10 décembre. Sachant, mais André vous expliquera ça tout à l'heure, que les actions de formation peuvent se dérouler sur 2022, mais vous aurez le détail tout à l'heure. Donc, un allègement qui repose surtout sur les parcours de formation, hein, on avait quelques concours sur l'ancien régime, elles ont été allégées sur les parcours de formation avec une éligibilité, on va dire, beaucoup plus large des actions de formation qui sont possibles. Et enfin, un dernier point qui est extrêmement important, c'est que les éléments qui vous sont communiqués aujourd'hui le sont uniquement pour les 27 branches qui relèvent d'Acto. C'est-à-dire transport aérien, sécurité prévention, organisme de formation, hôtellerie, restauration, tourisme, enfin tout ce qui est en lien avec les 27 branches d'Acto. Concernant les délégants, alors c'est le terme un peu galvaudé que nous employons, donc les délégants c'est qui? C'est Atlas,
OPCO Commerce, Mobilité et 2i. Donc 2i, c'est l'industrie. OPCO Commerce, comme son nom l'indique, ce sont toutes les entreprises qui relèvent du commerce. Mobilité, c'est tout ce qui est en lien avec le transport de façon générale, hormis le transport aérien qui lui est déjà intégré dans les 27 branches d'Acto. Et enfin, Atlas, qui couvre les cabinets comptables, expertise comptable, les bureaux d'études, les géomètres, les assurances, les banques. Pour ces 4 OPCO, les dispositions du FNE sont globalement les mêmes. Toutefois, nous sommes en train de finaliser les négociations en termes de budget. Donc, nous ne pouvons pas encore communiquer à nos adhérents les éléments concernant le FNE pour les entreprises qui relèvent de ces branches-là. Donc, c'est vraiment important parce que vous avez en contact un certain nombre d'entreprises qui, pour certaines, ne relèvent pas directement d'Acto. Ne leur donnez pas cette information comme quoi il faut qu'elles déposent des dossiers parce que pour l'instant, en tout cas, les enveloppes sont encore ouvertes. Ça ne saurait tarder, mais nous sommes en train de négocier avec les délégants de façon à obtenir une enveloppe pour le financement des actions éligibles au FNE. Donc voilà, je vais laisser la parole à André Larochelle et je vous souhaite une bonne réunion. Merci Valérie, bonjour à tous. Merci Valérie. Alors, Valérie a vraiment fait un résumé de tout ce que je vais vous dire et je vais vous apporter les informations complémentaires. Je vais utiliser un PowerPoint pour animer cette réunion. Je vais partager donc le PowerPoint que je vais lire. Les questions me seront posées au fil de l'eau et je vais vous répondre. On y va? Alors, je vais partager mon écran avec. André, je ne sais pas si c'est moi seul, mais je t'entends faiblement. Je parle fort pourtant. Je vais arrêter la vidéo parce voilà. que tout à l'heure, ça va mieux là? Oui, c'est mieux. Ok, ok. D'accord. Bon, est-ce que tout le monde, partagé, tout le monde voit le. Non, pas encore. Oh, oui. Tout le monde voit le. Ça L'écran arrive, je prends un peu C'est de en train temps. d'arriver. Dispositif. Ça y est. Voilà, il y a une mauvaise connexion. Ça y est. Ça y est. Très bien. Donc le sommaire, hein, 4, 5, 6, 7 points, mais ça ira très vite, rassurez-vous. C'est que 26 slides, ça peut paraître long, mais ça ira relativement vite. Je vais donc lire ces slides, mais rassurez-vous, je reviendrai en détail sur toutes les questions. Donc, comme vous le disait Valérie tout à l'heure, afin de s'adapter au mieux au contexte de reprise de l'activité et accompagner les entreprises au plus près de leurs besoins, le FNE s'est assoupli et s'est élargi depuis le 1er juillet 2021, tant sur le plan des entreprises éligibles que des actions finançables. Donc, à retenir, le FNE ne s'adresse plus seulement aux entreprises en activité partielle, il s'adapte aux entreprises en pleine reprise d'activité. Les formations éligibles répondent aux besoins immédiats des entreprises. Le financement du FNE s'adapte à la situation de l'entreprise. On va parler donc des entreprises éligibles. Aujourd'hui, les entreprises éligibles sont celles qui ont, ayant recours à l'activité partielle ou à l'activité partielle de longue durée. L'activité partielle se raisonne à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle donc sirène. L'éligibilité au FNE s'étend à tous les salariés à l'échelle de l'entreprise dès lors qu'au moins un établissement de cette entreprise est placé en activité partielle ou en activité partielle de longue durée. Dès lors qu'une entreprise recourt à l'activité partielle ou à l'activité partielle longue durée au sein d'un de ses établissements, elle est en droit de solliciter le FNE pour accompagner les projets formatifs qui verraient jour au sein d'autres établissements non concernés par une réduction d'activité. La demande de subvention FNE doit être signée pendant la période couverte par l'autorisation d'AP, d'activité partielle, mais les actions prévues peuvent se dérouler pour partie ou totalement après la fin de la période d'autorisation d'activité partielle. Madame Larochelle, excusez-moi, oui. je vais vous couper juste. Est-ce que peut-être économiser la bande passante, couper la caméra puisque ah oui, merci de me le rappeler. Très mal. D'accord, je vais essayer de faire. Comment on fait? Vous pouvez m'expliquer comment on fait pour afficher? Alors, logiquement, en haut de l'écran, il y a une toute petite barre qui s'affiche. Il faut sortir en fait de l'affichage. Alors ça, vous pouvez effectivement basculer en mode présentateur pour qu'on voit mieux le diaporama. Ouais.
Mais c'est surtout couper la caméra de la Je vois pas visio, où je le donc il mets pas. faut Je vois essayer pas de où il est, mais retrouver le ça arrive. Tu peux me couper? Non, module j'ai de pas la réussi. vidéo. Nous sommes désolés, hein, nous ne sommes vraiment pas. On a juste. Vous me voyez toujours? On ne sait toujours pas. Vous êtes là? Je vous entends plus. Je n'entends plus personne. Oui, oui, on est là. Et Il je peux faut prendre la main. juste, en fait, sur l'écran où il y a la présentation, logiquement, en haut, il y a une toute petite flèche, il faut cliquer dessus, ça fait descendre le menu de la visio et là, il faut cliquer sur Ok, arrêter d'accord. Bon, la voilà. vidéo. Ça y est, Voilà, tout parfait. le monde m'entend. Merci, Madame Seguin. D'accord. Donc, on était aux entreprises éligibles et un rappel sur ce qui était déjà possible avant le 1er juillet 2021, c'est-à-dire les entreprises qui étaient en activité partielle ou en activité partielle longue durée. Aussi les entreprises en difficulté, donc depuis 2020, au sens de l'application de l'article du Code du travail, c'est-à-dire justifiant d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, ou de mutations technologiques, ou d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Alors, je vais déjà faire un point là-dessus, juste pour vous dire que l'OPCO ne peut pas, en fait, ça sera du déclaratif, nous n'avons pas à vous demander un justificatif de votre entreprise en difficulté. Vous allez le déclarer parce qu'il y a une attestation sur l'honneur à la fin de la demande de financement. C'était une parenthèse, on reviendra dessus plus tard. Les entreprises, ça c'est la nouveauté, en mutation et ou en reprise. Les salariés bénéficiaires, tous les salariés sont concernés. Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée et les salariés en activité, sauf les salariés qui sont en contrat d'apprentissage et de professionnalisation ou qui sont couverts par une mesure de plan de sauvegarde de l'entreprise ou rupture conventionnelle collective. Aussi exclus les salariés dont la fin du contrat intervient avant la fin du parcours de formation. Alors, on a eu aussi le cas où un salarié, par contre, a démissionné en cours de formation. Ça ne relève pas de la volonté du chef d'entreprise dans ce cas-là. Les formations qui sont éligibles, elles sont donc soit à distance, la FOAD, que on a beaucoup utilisé lors du premier confinement, en présentiel aujourd'hui, en mixte, donc à distance et en présentiel, et le dispositif AFEST, qu'on ne mobilise pas souvent, mais qui peut aider aujourd'hui. Pardon? Les types d'actions éligibles, toutes les actions de formation, les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l'expérience dispensées par un organisme de formation ou par l'entreprise. Organisme de formation quand il s'agit d'une formation interne ou en interne par l'entreprise quand cette entreprise a un organisme en interne. Les formations visant à la certification, le développement des compétences ou le maintien dans l'emploi et notamment les formations d'adaptation au poste, ça, ce qui n'est pas cas l'approche du premier, et sous réserve de contextualisation, ouverture aux formations obligatoires, on va en parler tout à l'heure, et réglementaires concourant à l'employabilité des salariés et à la reprise d'activité de l'entreprise et ou du secteur. On va en reparler parce que c'est vrai qu'une action de formation qui est obligatoire, normalement,
n'est pas financé dans le plan de développement des compétences. Mais parce que le FNE s'est assoupli, certaines formations qui sont obligatoires et qui demeurent la responsabilité de l'entreprise sont financées. Il y a une liste d'actions que je vais présenter tout à l'heure. Exclusion, les actions relevant de l'obligation de formation générale à la sécurité incombant à l'employeur, les formations en apprentissage et en alternance, les formations des tuteurs et des maîtres d'apprentissage. Ça, ce sera toujours exclu du FNE formation. Les besoins de formation identifiés devront s'inscrire dans l'un des 4 parcours suivants. Le premier type, le parcours de reconversion interne. L'objectif, préparer un changement de métier au sein de l'entreprise. Pour les actions éligibles à la PROA, c'est une remarque, la PROA qui n'est pas qui n'est pas mobilisable pour toutes les branches, faites attention, comme en attente de précision quant aux modalités pratiques de mise en et de financement. On ne peut pas, par exemple, demander un financement pour une action de formation destinée à quelqu'un qui veut quitter l'entreprise, ou peut, même sans quitter l'entreprise, qui veut changer de métier. Ça dépendra toujours de la branche, si la branche l'a permis ou pas. Le deuxième parcours, c'est le parcours certifiant. L'objectif, c'est d'acquérir un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, des compétences socles via la formation ou un accompagnement à la VAE. Attention, les actions enregistrées au répertoire spécifique ne constituent pas de fait un parcours certifiant, mais peuvent être éligibles dans le cadre des autres parcours sous réserve de contextualisation. Vous verrez que la contextualisation prend beaucoup de place dans le dispositif. Troisième parcours, le parcours en réponse Covid-19 vise à s'adapter au contexte actuel de crise et accompagner ou soutenir la reprise d'activité et le développement. L'objectif, c'est développer de nouvelles organisations de travail, de nouveaux marchés, services, produits, procédés de fabrication ou encore de nouvelles techniques de commercialisation, se former aux nouveaux modes d'organisation et de gestion, par exemple le travail à distance ou les nouveaux process, réadapter son organisation et mettre à jour ses compétences pour favoriser la reprise d'activité. Alors j'aime autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est le parcours 3 qui répond à la plupart des besoins de le FNE formation. Et le quatrième parcours visant à anticiper les mutations. L'objectif est de mettre en œuvre des formations sur des domaines stratégiques pour la branche et le secteur, accompagner les salariés dans le cadre des transitions numériques et écologiques. Pas beaucoup, mais voilà. La durée des formations éligibles, pas de durée minimale, et la durée maximale est de 12 mois. Le début est depuis le 1er juillet 2021. Donc, si vous avez des actions de formation que vous avez déjà réalisées, qui ont commencé à partir du 1er juillet 2021, ces actions peuvent être éligibles au FNE à condition évidemment qu'elles répondent aux critères d'éligibilité. La période d'engagement, les entreprises doivent transmettre leur demande complète avant le 10 décembre 2021. Et donc, avant le 10, c'est le 9. La date de fin de la formation, maximum 31 décembre 2022. Les demandes de prise en charge transmises à Acto en 2021 peuvent concerner des actions démarrant en 2022. Obligation de l'employeur. Maintenir les salariés dans l'emploi pendant toute la durée de la formation. Préalable, recueillir l'accord écrit du salarié pour le suivi de la formation lorsque cette dernière se déroule en dehors du temps de travail effectif, notamment pendant la période d'activité partielle ou d'activité partielle longue durée. Le financement et l'encadrement européen du FNE. Afin de résoudre des difficultés de mobilisation du FNE pour certaines catégories d'entreprises liées à l'encadrement des aides d'État, notamment le fameux plafond de 1,8 million d'euros, la nouvelle instruction permet d'orienter pour chaque projet vers le régime d'aide le plus adapté à la situation. Il y a 2 régimes possibles. Le régime temporaire Covid-19 est appliqué depuis janvier 2021
Pour des entreprises de moins de 300 salariés, à l'exception seule de celles ayant atteint ou appartenant à un groupe ayant atteint le plafond maximum de 1,8 million d'aides dans le cadre du régime temporaire. Et les entreprises de plus de 300 salariés si ce régime s'avère le plus favorable. Ça, c'est le régime temporaire Covid-19. Le régime Règlement général d'expansion par catégorie, RGEC, pour les entreprises de plus de 300 salariés si ce régime s'avère le plus favorable, et les entreprises ayant atteint ou appartenant à un groupe ayant atteint le plafond maximum de 1,8 million d'euros d'aide dans le cadre du régime temporaire. Alors, pour choisir le régime le plus avantageux pour les entreprises, nous avons mis en place un simulateur qui sera à disposition. Mais bon, ce sont surtout les entreprises de plus de 300 salariés. Ça sera toujours en fonction de la déclaration des entreprises. On n'ira pas vérifier qu'il y a eu 1,8 million d'aides dans le cadre du régime temporaire. Non, nous, on ne va pas faire. Ce n'est pas notre rôle de compter. On va se baser sur vos déclarations. On va vous aider à choisir le régime le plus avantageux dans la prise en charge des actions avec le simulateur qui vous permettra juste en renseignant quelques champs de savoir pour quel régime vous allez être le mieux. Les dépenses éligibles, le financement de l'État et le cofinancement d'Acto. Donc pour toutes les entreprises de moins de 300 salariés, vous voyez en activité partielle longue durée et en difficulté ou en mutation en reprise, l'entreprise est financée, les actions de formation sont financées à hauteur de 100%. Pour les moins de 50, possibilité de mobiliser le plan de développement. Enfin, ça, c'était avant. Le plan de développement des compétences, nous n'avons plus d'enveloppe pour la prise en charge des rémunérations pour les salariés non placés en activité partielle. Plus d'enveloppe. Donc aujourd'hui, il n'y a que le coût pédagogique à 100% pour les salariés. Pour les entreprises de 300 à 1000 salariés, dans l'activité partielle, le financement sera 70% par l'État, 20% d'Acto, 90% ou 80% plus 20 ou 70 plus 20. Dépendra là encore de l'avantage, quel avantage aura l'entreprise en fonction de cette fameuse calculatrice qu'il aura remplie avant. Et plus de 1000, toujours 60% en activité partielle, 80 en APLD, ou en difficulté en mutation, 40%, plus 20% de cofinancement Acto. Alors, il y a un financement pour les frais annexes, un financement FNE pour les frais annexes, selon un forfait de 2 € hors taxe de l'heure pour les temps en présentiel, sur demande de l'entreprise et pour toute taille d'effectif. Vous avez une action de formation qui dure 2 heures. Vous pouvez avoir des frais annexes qui vont jusqu'à 12 € hors taxe. Acto devant gérer l'intégralité des demandes relatives au dossier FNE, le reste à charge sur le pédagogique. Après, vous m'entendez pas? Après le financement? Un instant. Alors, Madame La Rochelle, comme on ne l'entend pas très bien, je pense qu'elle essaie de voir si on peut améliorer un peu le son. Donc, elle va reprendre la parole d'ici quelques minutes. Alors, on va essayer peut-être. Il faut que je. Comme c'est branché ici. Vous m'entendez là? Ah, très Vous bien. m'entendez bien? Très, Ah, très vous bien. m'entendez très bien. Combien de oui. temps? Ok, on va essayer. D'accord. C'est beaucoup mieux, je trouve. Oui, C'est mieux. Je ne sais pas si les participants sont d'accord. oui, c'est mieux. Bien Voilà. mieux. Bon, Voilà. eh bien, écoutez, je vais faire encore mieux. Ouais. Voilà, donc on Ok, était parfait. On continue alors. Parfait. Merci On beaucoup. continue. Merci. Mais c'est normal, je vous en prie. Désolée alors.
Alors, donc ce fameux régime que je n'arrive jamais à retenir et qui s'appelle le règlement général d'exemption par catégorie, le RGEC. Tous les coûts pédagogiques sont éligibles. On a parlé des frais de rémunération. Non, on n'a pas parlé des frais de rémunération parce qu'on n'est pas rentré dans le détail du régime RGEC. C'est nouveau. Pour les entreprises de moins de 50 euh, euh, salariés, 70% des frais pardon, coûts pédagogiques est financé, plus des frais de rémunération, plus des frais annexes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les entreprises qui vont bénéficier du régime RGEC, en fait, c'est en fonction de leur situation par rapport aux 1,8 million d'aides qu'ils auraient déjà reçues et en fonction des éléments qu'ils vont pouvoir renseigner sur notre calculatrice qui leur permettront de savoir si, même si c'est une entreprise de moins de 50 salariés, si c'est plus intéressant pour eux d'appliquer le régime RGEC. Les outils et le process. Alors, on propose aux entreprises un process. Dans un premier temps, alors, identifier les salariés à former, qu'ils soient en activité partielle ou en activité partielle longue durée, plus les salariés en activité. Identifier ces salariés. En cas de formation externe, c'est la commande. Alors bon, ça, c'est une méthode que tout le monde connaît. Généralement, vous savez qui vous allez former. Vous avez déjà l'organisme de formation qui va intervenir et vous avez ce qui vous reste à savoir, c'est combien sera financé pour le coût pédagogique. À ce moment-là, vous avez le simulateur entreprise qui est à votre disposition. Donc, vous saurez si vous avez plus de 300 salariés ou si vous avez plus de 1,8 million d'aides, vous avez eu plus de 1,8 million d'aides, vous savez quel régime sera plus favorable pour la prise en charge de vos coûts pédagogiques. Ensuite, vous allez recueillir l'accord de vos salariés. Ces accords qui resteront chez vous, nous, on ne va pas vous demander de nous envoyer les accords, mais vous allez devoir les garder pour justifier de l'accord de ces salariés en cas de contrôle. Ensuite, il faudra remplir et signer avec le cachet la demande de subvention que je vais vous présenter tout à l'heure et nous l'envoyer nous la mettre sur votre plateforme que tout le monde connaît, Opcabox. Donc, la demande de subvention, le programme et le devis. Le plus tôt possible et impérativement, comme on l'a déjà répété, avant le 10 décembre 2021. Évidemment, à réception de votre... Alors, pour les entreprises qui ont déjà eu des actions de formation qui ont commencé en juillet, ça n'empêche, vous allez quand même pouvoir faire vos demandes de financement pour des actions qui ont commencé. Ce que vous dit, la 6e étape, c'est de lancer le démarrage après l'accord d'Acto. En général, quand vous nous envoyez une demande de financement pour une action qui est déjà terminée, vous avez certainement déjà payé. Nous avons aussi une boîte à outils disponible sur le site internet Acto. La demande de subvention que je vais vous présenter, je vais vous présenter cette demande parce qu'il y a un côté rédactionnel qui est important. Il faut pouvoir expliquer, pas justifier, mais expliquer pourquoi vous entrez dans cette démarche pour vos salariés. Je vais vous présenter la proposition commerciale de l'organisme de formation, un devis, un programme. Et si vous êtes en activité partielle ou en activité partielle longue durée, il faut la copie de l'autorisation de la DIECT, le courriel que l'ASP vous a envoyé, uniquement pour les entreprises, comme je vous l'ai dit, en activité partielle. Vous aurez aussi le certificat de réalisation signé par l'organisme ou le service de formation, qui est transmis directement par l'organisme de formation. Généralement, c'est comme ça que ça se passe, vous le savez déjà. Les factures. Alors, vous avez souvent choisi la subrogation, donc les factures sont transmises directement à Acto par l'organisme de formation. Non, les formations sont payées par l'entreprise et la facture de remboursement est transmise à Acto avec les factures réglées, etc. Et la facture de l'entreprise pour le remboursement des frais annexes et de rémunération forfaitaire si vous avez choisi le régime RGEC,
sans autre forme de justification. Voilà. Donc, je vais vous présenter les différents outils, enfin les éléments qui constituent la demande de financement, la demande de subvention, donc le simulateur, le modèle de prise en charge si vous faites une formation dans le cadre de la formation à distance, mais qui n'est pas obligatoire. Le modèle de courrier formalisant l'accord du salarié, je pourrais vous l'envoyer. Le relevé de dépenses, je peux aussi vous le transmettre. Et à la fin de l'action, le certificat de réalisation obligatoire à transmettre à votre co, mais surtout, c'est l'organisme de formation qui va vous le transmettre. Le certificat de réalisation. Et voilà. Donc là, c'était dire ça. Vous allez pouvoir poser vos questions et je vais pouvoir vous répondre. Mais avant, je vais vous inviter donc pour toutes les questions pour lesquelles vous n'auriez pas de réponse, vous pouvez les envoyer à l'adresse contact.guadeloupe@acto.fr. Je vais donc vous présenter maintenant partager. Je vais vous présenter la demande de financement. La demande de subvention. Vous avez encore? Allô? Quelqu'un m'entend? Oui, on voit très bien, Oh, madame. oui, Ah, c'est vous voyez bon. très bien. Ok, Oui. d'accord. Ok. Alors, je vais m'installer. D'accord. Donc, cette demande de subvention au titre du FNE, vous aurez, enfin, toutes les entreprises, vous avez à remplir ce dossier. L'identification de l'entreprise, le nom, la raison sociale, l'adresse, dans le SIRET, ça vous savez. Hein. Là où ça devient intéressant, parce que les actions de formation que nous avons l'habitude de financer sont des actions que tout le monde qui n'entrent pas forcément dans ce qu'on appelle un parcours de formation. On y reviendra. Donc aujourd'hui, on vous demande de décrire le contexte de la demande. Contexte, enjeu, oui, pardon. On voit plus le document. Ah, vous voyez plus le document. Vous voyez plus rien. Et là? Toujours pas? Oui, si, c'est bon. Ah, d'accord. Donc le contexte, l'enjeu, les enjeux et les problématiques. On vous donne un exemple. La crise sanitaire a renforcé les attentes de la clientèle en matière. Ici, le contexte, il faut qu'il soit, comment dire, il faut que vous puissiez donner suffisamment d'informations qui nous permettent de considérer que véritablement cette action de formation, eh bien, elle va rentrer dans l'un des parcours qui est ici. Un parcours de reconversion, un parcours certifiant, une réponse Covid ou une anticipation et des mutations. Là, quand vous remplissez ici le contexte, ça permet à notre conseiller, enfin à la personne qui va à gérer, à notre assistante, de tout de suite savoir si ce que vous avez dit correspond bien à une reconversion, un parcours certifiant ou autre. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, la plupart des réponses, la plupart des demandes répondront à la réponse Covid-19. Donc, répondez ici, c'est pas de la littérature, mais il faut vraiment en peu de mots, parce qu'on n'est pas non plus très regardant sur comment ça va être écrit. Ce qu'il faut, c'est que l'essentiel soit dit et que les enjeux et les problématiques ressortent dans le contexte que vous expliquez. Ensuite, vous allez donc les axes stratégiques, les axes stratégiques, les exemples, on vous en a mis là. Vous allez mettre les axes par rapport au projet qui motive les actions. Je redescends pour vous montrer. Vous avez donc des axes ici, l'axe 1 que vous allez mettre ici, je ne sais pas, là il y a un exemple, renforcer la traçabilité et les process liés à l'hygiène alimentaire. Ça, c'est l'axe 1. Vous avez écrit ici, axe 1,
etc. D'accord? Lorsque vous retournerez là, dans le détail des parcours de formation, vous allez cocher l'axe qui correspond au nombre de salariés et à l'intitulé de la formation. Alors, on va prendre un exemple pour, par exemple, du management. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui veut que ses salariés qui sont des managers ont besoin d'être formés sur un outil qu'ils viennent d'acquérir, un outil qui leur permettront de gérer l'e-commerce, par exemple. Donc, j'ai le nombre de personnes, le nombre de salariés concernés. Il y en a 5. L'intitulé, c'est je vais prendre un autre exemple plus simple, la gestion du temps. Gestion du temps, d'accord? Axe stratégique, je remonte là-haut, parce que dans mon contexte, j'ai expliqué qu'il faut plusieurs axes. 1, 2, 3, mais il peut y avoir qu'un seul axe. Je vais reprendre donc l'axe que j'ai choisi pour les salariés qui ont été ici identifiés. Je mettrai la catégorie parcours que je retrouve ici. Donc, vous savez, il y a un menu déroulant. 1, 2, 3, 4. Je vais certainement mettre 3 parce que je peux très bien être une entreprise qui n'est pas en activité partielle. Et donc, pour moi, c'est de la réponse Covid. La durée du parcours, la durée totale, et l'intitulé, les intitulés des actions et des modules constituent le parcours et le coût pédagogique de chaque module. Alors, je vais faire un petit speech sur le parcours de formation. L'organisme de formation va vous transmettre un programme. Dans ce programme, il va y avoir un objectif, il va y avoir un contenu, il va y avoir l'attestation qu'il aura délivrée à la fin de cette formation. Il faudra que dans ce parcours, enfin, il est nécessaire que dans ce parcours, on puisse en amont positionner le salarié qui va être en formation. Quand je dis positionner, savoir dans le programme qu'il va vous envoyer, il faut relever, il faut qu'il puisse mettre, il va pouvoir évaluer le niveau salarié au début de la formation. Et de la gestion du temps, il va avoir certainement, il doit pouvoir avoir des outils qui vont permettre à l'organisme de formation de savoir à quel niveau est le salarié qui va entrer en formation pour la gestion du temps. C'est-à-dire, je ne sais pas, je n'ai pas ces outils, mais il a des outils qui lui permettront de dire, bon, ben, lui, il ne sait pas utiliser Outlook ou quelque chose. Il va pouvoir dire à quel niveau est le salarié. Et par rapport à son niveau, adapter le programme de formation. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un programme par salarié. Ça veut dire que dans l'ensemble, globalement, le salarié va se retrouver. Il y aura un accompagnement qui sera spécifique à chaque salarié parce que dans l'ensemble, le programme dans son ensemble prend en compte la spécificité, entre guillemets, en tout cas le niveau de chaque salarié. C'est ça le programme. À l'issue, vous avez une évaluation. À l'issue, il va refaire une évaluation pour voir, pour mener la progression par rapport à la formation qu'il aura reçue. Je tenais à faire un petit speech sur le parcours de formation parce que nous avons, jusqu'à présent en tout cas, reçu beaucoup de demandes où la formation, le programme ne répondait pas à la formation, au parcours. Alors, il faut dire aussi que nous avons prévu de faire une réunion avec les organismes de formation, ce qui permettront aux entreprises d'avoir des documents qui vont répondre précisément à ce qu'on attend, parce que le FNE attend d'un parcours de formation. Ensuite, bon, vous allez mettre le coût pédagogique total hors taxe. Ah, on rappelle, ça résonne. Vous m'entendez bien? On vous rappelle les financements dont on a parlé tout à l'heure. La subvention sollicitée, en dehors de la contribution, sur le coût pédagogique, sur les frais annexes et sur les rémunérations, si c'est de la RGEC, le montant total de subvention. Il y a des informations complémentaires, vous les portez. Je rappelle aussi qu'il faut avoir la copie des documents quand vous êtes en APLD ou en AP.
et l'engagement sur l'honneur. Remplissez tous les champs qui sont en bleu. C'est nous, on se base seulement sur la déclaration sur l'honneur. Vous êtes couvert par une autorisation d'activité partielle, etc. C'est vous qui remplissez, cachetez et vous signez. Voilà. Là, c'est l'annexe de la définition de la notion de l'entreprise en difficulté. Voilà, voilà. Je peux aussi vous montrer la calculatrice que je vais. Alors, Madame La Rochelle? Oui, je suis là. D'accord. Donc, on a une seule question, donc savoir si le support sera diffusé donc aux participants. À partir du moment où j'ai la liste des participants. Pas de problème, bien sûr. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Alors, suite à cette présentation, est-ce que vous avez des questions? C'est vrai que je pense qu'il y a un problème de réseau donc, au niveau de Madame La Rochelle, donc, qui fait que malheureusement, on a eu un peu de mal peut-être parfois à vous entendre. Donc, malgré tout, est-ce que vous avez des questions à poser à Madame La Rochelle suite à son intervention? Donc, tout a été clair? Pas spécialement, en tout cas pas pour l'instant. D'accord, parfait. Donc, le support vous sera transmis par la suite, ainsi que la petite fiche que vous avez présentée. Donc, Madame La Rochelle, ça sera possible également de la voir? Oui, bien sûr, je vous envoie tous les éléments. Je vous envoie le modèle de demande de subvention, je vous envoie le modèle de calculatrice, je vous envoie la liste des actions de formation qui sont éligibles aujourd'hui. Alors, quand je dis les actions de formation qui sont dites obligatoires, mais qui sont quand même éligibles au FNE, d'accord? Qui sont normalement de la responsabilité de l'entreprise, qui restent pour quelques-unes, en tout cas, par exemple, le HACCP ou le MAC pour les autres, d'accord? D'accord. Alors, il y a une question. Donc, alors, lorsqu'il s'agit de plusieurs sociétés rattachées à une holding mère et appartenant à une même branche, faut-il monter un dossier par société? C'est un dossier par SIRET. Par SIRET, d'accord. Oui. Alors, la question, quand pensez-vous faire la réunion avec les centres de formation? La semaine prochaine, mercredi prochain. Mercredi, c'est bien le 21. C'est bien. Ah, on est le C'est ça, 21. mercredi prochain. Oui, oui, D'accord. c'est bien mercredi prochain. Alors, peut-on avoir le délai pour la branche mobilité et Opco Commerce? Alors là, je me permets, André, je me permets de répondre sur ce coup-là. Non, malheureusement non. Je ne pense pas qu'on aura des délais parce que en fait, tout ça c'est encadré par des règles nationales. Donc en fait, on est sur de l'engagement au 31 décembre au moment où on vous parle. Il se peut, au regard du contexte sanitaire que nous traversons, dans lequel on sait tous que les entreprises sont en difficulté, relative pour certaines, mais en tout cas en difficulté pour certains secteurs. Donc moi, mais ça n'engage que moi, je pense que ce dispositif sera reconduit sur 2022, en tout cas je l'espère pour nous tous. Donc j'ai envie de dire que s'il est reconduit, on pourrait, je vais parler au conditionnel, avoir une prolongation de date sur les engagements. S'il n'est pas reconduit, non, il n'y a pas de prolongation de date. Au moment où on vous parle, on est vraiment sur des engagements, dépôt des dossiers à l'OPCO, et notamment pour les délégants, dès que le go sera donné, mais le go, normalement, on devrait l'avoir d'ici la semaine prochaine, on l'espère, parce qu'en fait, en clair, pour être en toute transparence avec vous,
On a le montant des enveloppes des OPCO d'élégance. Donc, on a le montant qui est dédié aux entreprises qui relèvent de ces 4 OPCO, mais on n'a juste pas les enveloppes ouvertes pour pouvoir traiter les dossiers. Donc, on reste quand même prudent. Mais non, je réponds qu'aujourd'hui, on est vraiment sur le 31 décembre, donc 10 décembre pour le dépôt du dossier sur le système d'information d'Acto. Donc, je pense à la même question pour les experts comptables. Pourrons-nous bénéficier de ce dispositif? Alors, c'est la même réponse que je vais donner. Les experts comptables relèvent d'Atlas. Et encore une fois, Atlas Mobilité 2i Opcommerce, les négociations sont terminées. On attend les ouvertures d'enveloppe au regard de ce que nous avons demandé. Donc, normalement, oui. On peut juste pas vous dire quand est-ce que vous pouvez commencer à saisir les dossiers, parce que pour l'instant, les enveloppes ne sont pas ouvertes. On attend que le délégant nous donne le top, le go. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, je sais que ce n'est pas évident depuis la loi, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis septembre 2018, depuis la loi, hein, donc les OPCO non présents sur les territoires ont dû, et c'était la loi, choisir un OPCO pour les représenter, donc en l'occurrence Acto, tant mieux pour nous, sauf qu'on travaille pour le compte de. Donc en fait, on applique les critères de prise en charge de l'OPCO délégant, on applique leur process. Et malheureusement, ça fait partie voilà, des inconvénients, c'est qu'on est un peu, entre guillemets, dépendant d'eux. Donc, on ne peut pas faire pour leur compte. On ne peut pas faire comme on fait pour Acto, les 27 branches que nous, on gère et que l'on maîtrise. Oui, quand il s'agit d'un délégant, pardon? Non, j'ai dit c'est très bien de préciser quand même. Ah non, il faut le savoir. Hein. Il est vrai que pour la plupart d'entre vous, vous avez toujours, enfin en tout cas Acto, c'était réactivité, flexibilité, proximité. On l'est toujours, sauf que pour les délégants, malheureusement, ben, ça ne dépend pas de nous. On se bat au quotidien pour que les choses aillent plus vite. Il a fallu qu'ils apprennent à nous connaître parce qu'il faut être clair, hein, avant la loi, comme tout, on était dans un principe d'interpro, donc ces 4 délégants ne savaient même pas qu'on existait, hein, donc bon voilà, hein, leurs boîtes, elles étaient gérées dans l'interpro, donc elles n'avaient pas à s'en occuper. Et c'est vrai qu'il a fallu les acculturer à notre fonctionnement. Ils se rendent compte que dans les DROM, parce que ce partenariat il a été validé dans les 5 DROM, ils se rendent compte qu'on fait de la formation, qu'on a des besoins. Et c'est vrai que il y a un temps d'adaptation qui, je l'entends, et on le voit au quotidien, est compliqué pour le bénéficiaire final que vous êtes. Sauf que nous, on ne peut pas aller plus vite, quoi. On fait tout pour aller plus vite, mais voilà, on est dépendant des règles, on va dire, de l'OPCO délégant. Là, ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Entre-temps, il y a eu la crise sanitaire qui a ralenti encore tout le système. Bon, là, voilà, on se connaît de mieux en mieux. On fait tout pour que d'ici l'année prochaine, les choses soient beaucoup plus fluides et que les décisions et les délais soient plus rapides, en fait. Alors, Valérie, est-il possible que les entreprises anticipent le montage des dossiers? Ou faut vraiment attendre l'ouverture des enveloppes? Alors, oui, c'est excellente question. Oui, vous pouvez anticiper sur vos besoins si vous relevez de ces 4 OPCO. Normalement, André, si elle ne l'a pas fait, ce n'est pas grave, mais c'est quand même important. Vous avez un référent par OPCO délégant. Il est important que vous passiez par ce référent qui, lui, va en fait faire la consolidation des besoins. Mais il va faire la consolidation des besoins. Donc, en clair, pour mobilité, c'est André Larochelle qui est présente. Pour Opcommerce et 2i, c'est Sandrine Natolo. Et pour Atlas, c'est Jessica Lopen. Je me permettrai de redonner l'info à Vladimir qui vous transmettra les coordonnées mail. Mais oui, bien sûr, encore mieux puisque ça nous permet, nous, de voir si ça passe au regard du budget que l'on a négocié, bien sûr. D'accord. Du coup, ça répond à une question. Ouais, ça répond à une autre question qui demandait en cas de besoin, serait-il possible de joindre quelqu'un? Si oui, qui pour un accompagnement? Bien sûr. On donnera à Vladimir tous les éléments de contact puisque vous avez un conseiller par OPCO délégant, donc vous aurez un interlocuteur sur le sujet.
Et qui comme est à j'enverrai jour de l'information FNE. et j'enverrai aussi le PowerPoint que nous avons vu. Et à la fin du PowerPoint, il y aura les coordonnées de vos correspondants. Des correspondants, ouais. Ouais. Mais Alors, précisez bien, s'il vous plaît, précisez bien dans votre demande que c'est du FNE, hein, pour qu'elle sache que c'en est sur du FNE. autre question, peut-on faire appel à un prestataire pour le montage des dossiers et prétendre à une prise en charge? Non, Prestataire. Non. non. Ça doit être fait en direct avec l'entreprise concernée. Ben, les conseillers, si je puis me permettre, d'Acto sont là pour ça, hein. Donc, oui, alors, j'ai été un peu radicale. Oui, vous pouvez faire appel à un prestataire, mais ce ne sera pas financé dans le cas, par Acto. OK. Alors, il demande une autre question. Alors, les entreprises du bâtiment sont-ils éligibles au dispositif? Non. Donc, c'est quelqu'un qui a pris la réunion en cours, hein. Alors, oui, elle l'est, mais dans ces cas-là, il faut aller voir Constructis. Constructis. L'OPCO qui couvre les Le entreprises du secteur du bâtiment. BTP. Voilà. Au niveau du chat, il n'y a plus de questions. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une autre question? Donc, je pense que tout a été clair, que vous avez bien répondu aux questions. Donc, on fera suivre les supports, ainsi que les coordonnées donc, des différents référents pour chaque OPCO délégant, en tout cas. On remercie donc Madame La Rochelle pour cette intervention, ainsi que Madame Seguin pour toutes ces précisions. Désolée pour la qualité, pardon encore, mais bon. Malheureusement, on n'a pas la main sur le réseau. Non. Notre président nous a quittés un peu trop tôt. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous les participants. Moi, je ferai suivre les éléments dès que je les aurai. Vous aurez les contacts donc, pour poser vos questions et en tout cas prendre attache en tout cas avec les référents, les ACTO ou en tout cas les référents rattachés à vos OPCO pour le montage de vos dossiers. Voilà, en tout cas, merci à vous tous.